Hello tout le monde, c'est Yannis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir une nouvelle histoire secrète, le vol de la Joconde. Pour cette histoire secrète, on doit se replonger en 1911, plus précisément le mardi 22 août au matin, où un peintre très habitué de reproduire des tableaux du Louvre arrive simplement au Louvre, se dit qu'aujourd'hui il va essayer de faire un croquis de la Joconde pour reproduire le tableau. Et surprise quand il arrive devant le mur où il est censé avoir la super célèbre Joconde déjà à l'époque, le mur est complètement vide, il n'y a que le cadre et le tableau a complètement disparu. Alors immédiatement, dès qu'il constate ça, évidemment, il alerte tout de suite tous les gardes du Louvre, etc. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, personne n'y croit, personne ne prend l'alerte au sérieux, parce que pour eux, c'est tout simplement impossible de voler la Joconde. Donc tout le monde se dit tout simplement, le personnel du Louvre et les gardes se disent, bah, la Joconde doit certainement être à l'atelier, en train d'être restaurée, protégée, etc. Et personne n'y croit. Juste pour l'histoire, pour l'anecdote, ce trop plein de confiance de tout le monde a même fait perdre un jour aux enquêteurs, parce qu'en réalité, le vol n'a été constaté que le 22 août, le mardi 22 août au matin, parce que le lundi 21 août, le Louvre était tout simplement fermé. Mais même Louvre fermé, il y a quand même un garde qui faisait le tour, qui faisait des rondes, et le garde est passé devant le tableau, il a vu que la Joconde manquait déjà le 21 août, mais pareil, il s'est dit, ça sert à rien que je donne l'alerte, elle doit certainement être en train d'être restaurée ou chez un de nos partenaires à Paris, il s'est pas du tout inquiété. On aurait déjà pu constater le vol de la Joconde la veille, le 21 août, mais à cause de ça, personne s'est inquiété. Et même là, le jour de l'ouverture au public, le 22, quand la Joconde manque à l'appel, dans un premier temps, personne s'inquiète et tout le monde se dit bon, on va vérifier dans tous les endroits possibles avant de prévenir réellement la police. Sauf qu'une fois qu'ils ont fait le tour de l'atelier, des partenaires, de toutes les salles où ils gardent les œuvres du Louvre et qu'ils se rendent compte que là, la Joconde est vraiment nulle part, alerte totale, panique à bord. Ils donnent l'alerte au quai des Orfèvres, le quai des Orfèvres arrive, encercle le Louvre, c'est vraiment, le musée est fermé instantanément, c'est un branle-bas de combat total. Donc évidemment, en arrivant sur place, la première chose que font les enquêteurs, ils convoquent tous les employés du Louvre, des agents d'entretien, au vitrier, le personnel d'accueil, les guides, absolument tout le monde. Ils commencent à les interviewer un par un, sauf que le problème, c'est qu'absolument tous les employés ont un alibi vérifiable qui tient la route. Absolument tous. Et là, les enquêteurs commencent à se dire que ça sent pas très bon pour l'enquête. Alors tout de suite, dans le monde entier, c'est un tsunami. Forcément, la Joconde, déjà à l'époque, elle est super connue. Elle est en France depuis François Ier, donc elle est extrêmement connue. Donc tous les journaux du monde, évidemment, s'en mêlent, toute la presse. La Joconde a disparu, on ne reverra jamais la Joconde. C'est vraiment la panique nationale et même internationale totale. Et donc de là, forcément, quand la presse s'en mêle, y a des hypothèses complètement infondées qui viennent essayer de justifier ce vol de la Joconde. Donc parmi ça, ça serait l'œuvre du Kaiser allemand qui est jaloux et qui aurait envoyé un espion voler la Joconde, ou alors ça serait un complot juif, ou alors ça serait des nationalistes italiens pas contents que la Joconde de Léonard de Vinci soit en France et pas en Italie, qu'il aurait volé pour la restituer à l'Italie. Enfin, voilà, vraiment des complots qui n'ont ni queue ni tête, qui se basent sur absolument rien, mais c'est comme ça qu'on essaie de justifier le vol au début. Alors le fait le plus intéressant dans toutes ces suspicions, c'est que le peintre Pablo Picasso et le poète Guillaume Apollinaire vont tous les deux être suspectés. Et il y a une raison très simple à ça, c'est qu'en fait, quelques années auparavant, 3 ans auparavant, Apollinaire a volé au Louvre des petites statuettes, et Picasso lui a racheté les statuettes volées. Donc tout de suite, quand il s'agit de nouveau d'un vol au Louvre, Apollinaire et Picasso, ils sont tout de suite pointés du doigt, emmenés par la police, par le quai des Orfèvres, interviewés à fond, mais ils ont tous les deux un alibi. Mais malgré ça, tellement les soupçons sont forts, Apollinaire passe à peu près 3-4 jours en prison, à la prison de la Santé à Paris, avant finalement d'être relâché quand les enquêteurs se rendent compte que son alibi est vraiment viable et tient la route. Donc là, les jours, les semaines, les mois passent, on se rapproche de la fin de l'année 1911, et il n'y a toujours aucune nouvelle de la Joconde, et au-delà de ça, il n'y a aucune piste. Les enquêteurs n'ont aucune piste, comme à l'époque, évidemment, il n'y a pas de caméra de surveillance qui surveille tout. Tout ce qu'ils ont, c'est la parole des employés et leur alibi, et ils tiennent tous. Donc la police est vraiment embêtée, ils ne savent pas quoi faire. Et là, vraiment, le monde entier commence à se dire, ok, on a perdu la Joconde ne réapparaîtra jamais, on a définitivement
perdu, rayé de l'histoire, et tout le monde commence à se faire, à se faire vraiment très triste pour l'histoire de l'art. Donc bien sûr, l'histoire ne va pas s'arrêter là. Le Louvre, les journaux, vraiment de manière internationale, tout le monde se met à offrir des récompenses pour quiconque aura une information sur le voleur, sur le vol, qui aurait vu quelque chose, quoi que ce soit, n'importe quoi. Ils offrent des récompenses vraiment énormes de 50 000 francs, des choses comme ça, à quiconque amènerait des informations concernant le vol de la Joconde. Mais malgré tout ça, pendant 2 ans et 4 mois, aucune nouvelle de la Joconde. Aucune. Parce que l'enquête ne va nulle part, tout simplement parce que vous vous rendez compte, à l'époque, il n'y avait pas des caméras de surveillance partout pour tout filmer 24 heures sur 24, etc. Il y a uniquement la parole et l'alibi des employés qui ont été interviewés. Et comme tout le monde est clean, tout le monde en apparence a un alibi, les enquêteurs ne vont nulle part, ils n'ont aucune info et toute l'enquête piétine complètement et ne mène nulle part. Donc pendant 2 ans et 4 mois, aucune nouvelle de la Joconde, jusqu'en décembre 1913, où la Joconde refait surface à Florence en Italie. Donc qu'est-ce qui se passe à Florence en Italie? Un homme rentre chez un antiquaire et lui dit: écoute, j'ai la Joconde de Léonard de Vinci, je te la propose pour 500 000 lire. Les lires, c'est la monnaie italienne de l'époque. Voilà ce qui se passe. Donc l'antiquaire, il ne le croit pas trop au début, c'est quand même assez invraisemblable, donc il demande à expertiser le tableau. Donc tout simplement, l'homme l'emmène dans son appartement, il lui sort le tableau, l'antiquaire expertise tout, et il se rend compte qu'il touche dans ses mains le vrai tableau peint par Léonard de Vinci pendant la Renaissance italienne. C'est absolument incroyable. Donc là, l'antiquaire aurait pu être malhonnête et racheter le tableau, et dans ce cas-là, le tableau aurait peut-être disparu à jamais, hein, perdu dans le marché noir. Mais il est assez droit dans ses bottes quand même, donc il décide d'appeler les autorités italiennes. Il leur dit: voilà, le mec qui a volé la Joconde, je l'ai, il est dans son appartement, telle adresse, venez tout de suite. Et donc les autorités italiennes arrivent avec un mandat d'arrêt et ils arrêtent tout de suite le voleur, immédiatement évidemment. Donc on a enfin l'identité du voleur de la Joconde. Donc l'homme s'appelle Vincenzo Perugia, c'est un vitrier du Louvre, donc c'était bien un employé, donc il avait menti sur son alibi. Et en fait, il a été jugé immédiatement, donc il a raconté aux enquêteurs ce qui s'est passé, comment il a fait. Donc tout simplement, le 20 août 1911, à la fin de la journée, avec 2 complices, ils se sont laissés enfermer dans une salle, ils ont attendu que tout le monde soit parti. Quand tout le monde était parti, il est allé à l'endroit où la Joconde est accrochée au mur, il a descendu le cadre, il l'a ouvert, il a pris le tableau, il l'a roulé, il l'a mis dans sa blouse et il est parti, tout simplement. Arrivé dans son appartement, il a sorti la Joconde, il l'a mise sous son lit, et elle est restée là du coup pendant 2 ans, 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'il aille en Italie. Et là, les enquêteurs français se rendent compte qu'en fait, au tout début du vol de la Joconde, dans les jours qui suivirent, ils étaient déjà allés dans l'appartement de Vincenzo Perugia. Ils avaient fouillé l'appartement et ils n'avaient pas trouvé la Joconde. Là, les enquêteurs étaient complètement fous. Ils se sont dit: mais en fait, si on avait bien fouillé correctement il y a 2 ans et 4 mois, on aurait retrouvé la Joconde immédiatement au bout de 4 jours et on n'aurait plus parlé au bout d'une semaine. Donc ils sont vraiment dégoûtés qu'ils n'aient pas vu le tableau en fouillant l'appartement 2 ans et demi plus tôt, quoi. Donc évidemment, l'homme, à son jugement, il est condamné à une peine de prison par les autorités italiennes, et il est condamné à seulement 1 an de prison pour avoir volé la Joconde. Et ces 1 an seront raccourcis à seulement 7 mois de prison. Et l'explication qui a été donnée par la justice italienne, c'est que en fait, son acte était un acte patriotique, c'est un acte héroïque national pour ramener la Joconde en Italie, etc. Donc vous voyez la thèse au début un peu complotiste des nationalistes italiens qui volent le tableau, c'était pas tout à fait faux, c'est juste que c'était juste un voleur isolé, mais en tout cas c'est ce qu'il a plaidé devant le juge, et le juge a raccourci sa peine à 7 mois pour patriotisme et héroïsme national. Donc vous vous rendez compte, si on transpose ça à aujourd'hui, si quelqu'un de nos jours arrive à voler un tableau, une statuette, quoi que ce soit au Louvre ou même dans un musée très célèbre, tout la police du monde entier serait sur le qui-vive, Interpol, recherché partout, et s'il était attrapé, je pense que la peine serait complètement exemplaire et maximale. Donc à côté, les 7 mois de prison qu'a fait Vincenzo Perugia, c'est complètement dérisoire, quoi. Et même maintenant, en Italie, dans le village où il est né, il est un peu considéré comme un héros national, il est célébré, etc. On parle encore de son patriotisme. Voilà. Pour les Italiens, c'est vraiment un héros qui a fait ce vol pour le bienfait de son pays, pour le bienfait de l'Italie, quoi. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des idées, des suggestions d'histoires secrètes que vous connaissez, que moi je pourrais raconter comme ça en format vidéo, dites-le moi, écrivez-le moi dans les commentaires. Je lirai tout et j'essaierai de piocher des idées si vous avez des trucs à me suggérer, ça serait vraiment super cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Yanis des Histoires Secrètes et je vous dis à très vite. Ciao.
le micro, frérot. Tout le monde est convoqué. Trop le seum, elle était bien cette phrase, frérot, qu'est-ce que t'en penses?